Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron président, ça vous enthousiasme toujours autant? Écoutez, c'est un immense changement sur la scène politique française. C'est le changement de génération, changement de style. Et puis c'est surtout, cela survient à un moment où nous avons besoin de faire face à des défis qui ont trop longtemps été retardés. Ouais. Alors on le rappelle, vous l'avez soutenu avec ferveur dès la veille du premier tour. Vous louiez sa capacité d'écoute et de rassemblement. Vous pensez que c'est toujours la même? C'est difficile. Ce que vous voulez me faire dire, c'est que tout est parfait. Non, on peut en permanence faire mieux. Rassembler, c'est un objectif. Nous sommes tous des êtres humains, on a tous des passions, on a tous des tempéraments et des héritages, et il faut essayer de faire mieux. Mais il faut surtout se rappeler que la réforme, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Ce n'est pas, on discute avec un certain nombre de partenaires, on vote la réforme et puis après on passe à la suivante. La réforme, c'est un processus continu. Et c'est bien pour ça que je suis attaché, le président de la République a rappelé cette exigence à la transformation. Il s'agit de changer en profondeur une façon de penser, une façon de vivre ensemble, une façon pour nous tous de travailler ensemble. Va-t-on assister justement à des manifestations, à des blocages comme durant la loi travail pour les semaines à venir, hein? Jean-Luc Mélenchon promet justement avec la France Insoumise des manifestations suite à la CGT. Comment ça va se passer? Alors, il y a eu déjà de premières manifestations, surtout... Mais pas beaucoup suivies, hein. Alors, Force ouvrière relativement et la encore peu CFDT. suivi. Un certain nombre de formations politiques, vous avez cité la France Insoumise, vont prendre le relais. Ce mécontentement, il peut se développer. Cela fait partie du débat. J'allais dire, cela fait partie de l'agenda des réformes. La question, c'est de ne pas rester sans réponse par rapport aux peurs qui s'expriment. Il faut donner toujours plus de sens à la réforme. Il faut donner toujours plus d'objectifs à l'effort des Français. Et puis surtout, il faut avoir un peu de chance. Jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron en a eu. Il faut obtenir des résultats. Et il y a une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. C'est la croissance française, la croissance européenne et la croissance mondiale. Nous sommes dans un moment où les choses vont mieux. C'est pas pareil de réformer en fin de mandat. Quand j'étais Premier ministre, j'ai lancé un certain nombre de réformes, mais à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac, c'est particulièrement difficile dans un contexte où j'avais y compris des forces au sein de ma propre majorité contre moi. Aujourd'hui, le président de la République, il a beaucoup plus de chance. Il est au début du mandat. Il a fait une campagne présidentielle pour expliquer la séquence de ces réformes. Il bénéficie d'une majorité extrêmement large et il a un contexte économique national, européen et international favorable. Donc oui, il y a une sorte d'alignement des planètes qui peuvent lui permettre d'espérer que les choses vont aller dans le bon sens. Mais c'est la chance ou c'est un savoir-faire exceptionnel, hein, parce que très peu, effectivement, de gouvernements ont réussi à faire passer des réformes. Vous-même, hein, le contrat première embauche, effectivement, vous aviez dû le retirer. Qu'est-ce qui fera la différence pour Emmanuel Macron, outre la chance? La différence, c'est le moment. Et le moment, c'est aussi la chance, savoir saisir la chance au bon moment. Quand vous venez d'être élu président, nous le savons tous, dans les 100 premiers jours, dans les 6 premiers mois, vous avez plus de chances de pouvoir faire passer les réformes. Trop attendre, c'est compromettre les chances de la réforme. Par ailleurs, les échecs de ceux qui vous ont précédés sont autant d'arguments pour montrer la nécessité de ces réformes et pour crédibiliser l'effort que vous êtes vous-même en train de souhaiter. Mais la chance et l'action politique, cela va de pair. Est-ce qu'on le regarde avec envie? Est-ce que vous le regardez avec envie, Emmanuel Macron, en vous disant qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce type? Non, absolument pas. Non, ce que je souhaite surtout, c'est que la France saisisse ce moment et cette occasion. La politique n'est pas faite uniquement de jalousie et de concupiscence, elle est faite au contraire. D'admiration, hein, parce que effectivement. Une fois de plus, d'une chance à saisir et de la volonté d'aider dans la mesure où l'on peut, par la parole, par l'action, à faire en sorte que la France réussisse. Vous savez, c'est là où, en politique, et vous les Suisses, vous avez un savoir-faire très grand dans ce domaine. Ne jamais considérer que l'action individuelle l'emporte sur l'action collective. Plus le président de la République mettra en avant l'intérêt collectif du pays, l'intérêt national, la mobilisation de tout un chacun pour réussir, moins il personnalisera la réforme, plus il aura de chances de réussir. Souvent, personnaliser, c'est créer la rugosité, créer les oppositions, créer des rejets. Là où mettre en avant l'intérêt général, c'est créer au contraire un mouvement qui facilite
la bonne marche des choses. De ce point de vue-là, l'action collective que vous connaissez en Suisse, cette démocratie qui s'exprime directement et qui fait que la Suisse a cette personnalité politique si particulière, est certainement une source d'inspiration pour un pays comme la France, où tout est trop tendu, trop passionné, trop politique et personnalisé, là où il faut au contraire faire en sorte que la réussite de chacun soit la réussite de tous. Oui, mais est-ce que les Français supporteraient justement de sortir de l'opposition entre Napoléon et Robespierre, entre De Gaulle et la Fure de la rue? Les temps ont changé, et on sait bien tous que le temps de Napoléon et le temps de Gaulle ne sont plus. Alors pourquoi Emmanuel Macron rentre-t-il justement dans cet héritage-là? Ou est-ce que ce sont les médias? Son mémoire, ça pique contre les fainéants. Récemment, est-ce que ça c'est du théâtre ou c'est quelque chose qui est authentiquement réel, une espèce de figure napoléonienne qui est en train de se dessiner? D'abord, c'est une figure qui appartient à l'histoire de France et à la politique française. Le général de Gaulle avait lancé lui-même quelques piques célèbres. Les Français sont dévots. Nicolas Sarkozy s'en était pris aux élites françaises et aux dirigeants français à travers les rois fainéants. Donc ce n'est pas une figure nouvelle de la politique française. La question de savoir si cette figure est bienvenue, si elle est stimulante ou si au contraire elle désigne des boucs émissaires, ça l'avenir nous le dira. Je crois pour ma part que l'exigence de rassemblement doit l'emporter sur tout le reste. Mais on ne refait pas les hommes politiques, ils ont leur tempérament, et après tout, il n'est pas mauvais que ce tempérament s'exprime. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait 2 mots d'ordre à choisir, le premier, ce serait humilité. Les hommes politiques doivent savoir ou se souvenir qu'on ne peut rien faire sans la société du pays concerné. Un dirigeant français ne peut rien faire sans les Français. Il faut donc avoir les Français de son côté. La deuxième chose importante... Pour l'instant, il ne semble pas les avoir, ou plus les avoir tout autant que... Mais c'est un mouvement qu'il faut créer. Le deuxième mot d'ordre, c'est, à mon sens, la concentration. Il faut se concentrer sur l'objectif. Mais quelles sont les réelles références d'Emmanuel Macron? C'est vrai, il multiplie les symboles. Hein. Même récemment, il a adopté un labrador, le labrador présidentiel. C'est comme les gorquilles de la reine. Quels sont les vrais modèles, selon vous, d'Emmanuel Macron en matière de politique française? Mais les modèles d'Emmanuel Macron, ce sont les modèles de la France et de presque tous les Français. Ce de sont Gaulle, Napoléon. Les grands, oui, Jeanne d'Arc, les grandes figures historiques qui ont fait la France. De ce point de vue-là, vous savez, les marges de manœuvre Ils ont mal fini, pour la assez faibles. Ça, c'est parfois mal fini. Mais souvent, dans les 3 cas cités. Mais vous soulevez un point important. L'histoire de France, et l'histoire tout court, à mon sens, est tragique. Et tout homme politique en France doit se souvenir de ce que l'histoire est tragique. C'est-à-dire que dans le fond, quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Et c'est vrai pour le général de Gaulle, c'est vrai pour Napoléon. Napoléon, à l'île d'Elbe ou à Sainte-Hélène, le général de Gaulle se promenant en Irlande avec Tante Yvonne. Nous sommes peu de choses devant l'histoire. Et ce qui compte, c'est ce que nous essayons de faire avec les Français. C'est une leçon de politique. Et donc, une fois de plus, vouloir se mettre au centre, vouloir considérer qu'on est la clé d'un dispositif, c'est une absurdité. Alors, une fois qu'on est au pouvoir, qui est la tentation, à un moment donné, de se mettre en avant, la tentation du pouvoir, la tentation d'exister par soi-même, autant de tentations auxquelles il faut éviter de succomber. Moins on y succombe, plus on a de chances de réussir. Vous voyez, la communication d'Emmanuel Macron, elle fait l'objet de beaucoup de débats, lui-même réfléchit. Il y a une chose de sûre, c'est que sa jeunesse l'aide à se changer vite quand il commet une erreur. Et cette capacité de la métamorphose, c'est un atout dans la politique moderne. La capacité à reconnaître les obstacles, à changer de stratégie, à modifier son attitude et son comportement, ça c'est un élément de vitalité politique. Donc souhaitons qu'il continue tout au long des 5 ans à s'adapter, à changer, à se métamorphoser. C'est un gage, à mon sens, de réussite. Pourquoi n'avez-vous pas participé à son gouvernement? Homme politique un jour, homme politique toujours, non? Non, justement pas. Pas quand on est, en tout cas comme moi, quand on a été amené à la politique par le service de l'État. Moi, j'ai eu l'immense chance de travailler avec Jacques Chirac et je n'imaginais pas facilement une autre expérience politique derrière. La vie politique, c'est pas ma vie. Vous étiez présenté en 2012, la présidentielle, candidature avortée. J'ai souhaité à un moment donné faire entendre ma voix. C'est ce que j'ai voulu faire. Mais pour moi, la clé, c'est
d'essayer de redonner à la France la vocation qui est la sienne. Emmanuel Macron a remis la langue au centre de son dispositif politique, la langue comme une arme, mais aussi comme l'incarnation de ce qu'est le pouvoir français, tout barbouillé de culture et d'histoire. Ça, c'est quelque chose qui doit vous plaire. Oui, parce que je crois que la langue, je crois que la culture sont des éléments qui permettent à un peuple de se retrouver, de retrouver une fierté, de retrouver un sens à leur vie commune. Donc oui, ce sont des éléments de référence importants et que nous partageons avec nos amis suisses pour une très large part. Bon, les Suisses ne sont pas réputés pour leur verbe haut. J'ai eu le privilège de porter la Suisse sur les fonds baptismaux des Nations Unies à New York. Et quand vous regardez l'identité suisse, la réalité suisse dans le domaine des arts, la sculpture, l'architecture, la littérature, le cinéma, vous êtes frappé par cette vitalité. Ça irrigue la Suisse. Alors il se trouve effectivement qu'il y a peut-être moins de figures proéminentes, encore que, rappelons-nous, les Giacometti, les Tinguely, ça fait beaucoup d'artistes, les Tanner. En politique, c'est tout votre système qui s'est construit de façon différente. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'une tête dépasse. Nous sommes, nous, payés pour savoir que quand une tête dépasse, elle prend des risques et elle est souvent coupée. Vous, c'est un système collectif. Je trouve que c'est extraordinairement moderne. Imaginez que la France, à travers toutes ces réformes, puisse régulièrement solliciter le peuple français pour savoir est-ce qu'on avance dans telle direction ou au contraire dans telle autre. Oui, mais rien n'amène à ça. Pour l'instant, Emmanuel Macron ne fait aucune réforme des institutions. C'est pour ça, une fois de plus, que nous avons beaucoup à apprendre. Et le seul contre-pouvoir, effectivement, aujourd'hui, qui est à son pouvoir quasi absolu, c'est effectivement la CGT et la France Insoumise. Vous soulevez un point très important et je n'exclus pas que nous mesurions dans les prochains mois et les prochaines années qu'il y a un vrai problème institutionnel en France, que le système présidentiel, parce qu'il ne secrète pas assez de débats, de contre-pouvoirs, on le voit bien aujourd'hui, avec une majorité très large, eh bien, ne permet pas de nouer des débats suffisants. De la même façon, dans d'autres secteurs et d'autres domaines, il y a au niveau de l'entreprise en Allemagne, un principe qui est celui de la cogestion, qui permet le débat à la tête de l'entreprise, très loin de ce que nous connaissons encore en France, qui est le patron de droit divin, qui prend une décision et qui l'applique de haut en bas. Donc, irrigué par des idées nouvelles, mais partagées aussi, ça me paraît être une exigence de très grande modernité. De ce point de vue, là, une fois de plus, la Suisse, pour moi, est un exemple. Mais ça manque parfois un peu de panache, quand même. Vous auriez pu faire de la politique en Suisse? Oui, bien sûr. Vous seriez moi, j'ai au contraire à niveau. Moi, j'ai le goût de faire avancer des idées. Non pas pour les revendiquer, non pas pour être devant à la hussarde et porteur de l'idée, mais parce que je crois que c'est l'objectif qui compte. Grandir un peuple tout entier à travers un projet. C'est ça qui est l'essence même de la politique. En France, nous avons tellement le goût du combat et de la mise en avant que nous oublions que celui qui porte l'étendard doit avoir une obligation de résultat. Et très souvent, on se retrouve devant, tout seul, perdant le combat. Qu'est-ce qu'on se dit quand on rencontre un ministre suisse, justement? Est-ce qu'on le regarde à hauteur ou avec un petit peu de condescendance? Écoutez, il se trouve, j'ai eu l'occasion, comme ministre des Affaires étrangères, de travailler beaucoup avec la Suisse, avec Mme Calmiret et beaucoup d'autres. Je ne crois à aucun cas la condescendance. Au contraire, on mesure à quel point la Suisse, de par son originalité, a des clés dont très peu de pays disposent. Je me suis retrouvé avec Mme Calmiret pour discuter d'otages en Colombie, pour discuter d'un certain nombre de situations de crise. Il y a un savoir-faire suisse. Il y a une perception du rôle de la Suisse. Regardez aujourd'hui la Suisse dont on parle pour une médiation dans des crises comme la crise dans l'Amérique latine au Venezuela ou dans d'autres régions du monde. Il y a un savoir-faire et c'est un savoir-faire qui n'irrite personne. Vous ne verrez jamais personne dire « Ah non, pas les Suisses ». Vous verrez un certain nombre de pays dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord pour tel et tel pays européen ». Donc il y a une capacité à se présenter de telle façon que ce pays ne revendique pas le succès pour lui-même, mais travaille au service de quelque chose qui est plus grand. Et ce n'est pas un hasard si la Suisse est le deuxième pays d'accueil des Nations Unies. C'est tout à fait légitime, le pays de la Croix-Rouge. Il y a là des valeurs, des idéaux qui sont des idéaux collectifs. Et parce qu'on se méfie peut-être pas autant que d'une grande puissance. Ce n'est pas une question de méfiance, c'est une question de capacité à s'effacer derrière une cause. Justement, vous citiez l'Organisation des Nations Unies. À quoi sert-elle aujourd'hui ?
on se rendrait compte, si on décidait de supprimer cette organisation, on se rendrait compte qu'elle sert dans beaucoup de domaines, dans le domaine économique, dans le domaine humanitaire, dans le domaine politique, pour prendre un exemple récent. Mais on voit surtout son inaction, Oui, face à la Corée du Nord, face à la Birmanie. On voit tout ce qu'elle n'arrive pas encore à faire. Néanmoins, elle trace un chemin sur la Corée du Nord. Nous avons connu 8 trains de sanctions depuis 2006. Et encore, il y a quelques jours, un dernier vote à l'unanimité. Vous savez, c'est pas rien que d'arriver à faire voter dans la même direction la Russie, la France, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et les 5 membres permanents. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à permettre à ces pays de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir tout de suite à régler le problème de prolifération en Corée du Nord, mais ça veut dire qu'ils adressent un message très fort à la Corée du Nord, qui est un message de sanctions supplémentaires, où de façon progressive, on touche notamment à l'arme du pétrole et du gaz, mais ça veut dire aussi qu'on indique au sein de cette résolution la nécessité d'un dialogue et de faire avancer la diplomatie. Là encore, c'est souvent ingrat, c'est souvent discret, c'est souvent long, mais une fois de plus, si nous ne l'avions pas, il faudrait l'inventer. Kim Jong-un, fou pour vous? Non, non, je ne crois en aucun cas. Quels sont véritablement les objectifs de Kim Jong-un? Ça, c'est une autre affaire. Il y a au moins la volonté de sanctuariser son territoire, d'avoir une assurance-vie à travers l'arme nucléaire. Est-ce qu'il veut aussi diminuer les prérogatives américaines dans leur capacité à protéger la Corée du Sud et des pays alliés comme le Japon? Peut-être. Est-ce qu'il veut aller plus loin et réunifier à sa main la Corée du Nord et la Corée du Sud? La clé me paraît de prendre en compte cette peur de la Corée du Nord d'une invasion américaine, de faire en sorte de donner une chance à la paix à travers la reconnaissance d'une ligne de démarcation ou d'une frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et de faire en sorte que la Chine, qui est la mieux placée dans cette crise pour faire passer des messages à la Corée du Nord, puisse être en position véritablement de nouer ce dialogue pour permettre une nouvelle situation d'aussi grande confiance que possible entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors, il y a une chose aussi dont on n'a pas conscience en Suisse, c'est la violence de la politique telle qu'elle peut être pratiquée en France. On se souvient tous évidemment de Nicolas Sarkozy promettant de vous accrocher à un croc de boucher. Comment c'est vivable et supportable quand on est un politique C'est vivable d'une seule façon, à mon sens, qui est celle du service. Si ces coups, vous les prenez en tant qu'individu ou si vous les recevez avec la seule souffrance individuelle, vous ne survivez pas longtemps. Le service ou la gloire? Non, le service, le sacrifice qui est celui d'une action menée pour les autres, pas pour soi. On n'est pas en politique pour, une fois de plus, ériger une statue, on est en politique pour servir. Donc voilà, vous prenez des coups, c'est la vie. Tous les hommes politiques à travers l'histoire de France, et peut-être les plus grands plus que les autres, ont pris des coups. Ces coups ne sont rien, d'où la formule qui a fait Florès, même pas mal. On ne remarque pas les égratignures, les blessures, les hémorragies, dès lors qu'elles servent à quelque chose. Vous avez revu Nicolas Sarkozy? Bien sûr, je l'ai même invité à déjeuner il n'y a pas très longtemps. Vous êtes amis? Mais vous savez, je pense qu'une des grandes clés de la vie, c'est d'être capable de surmonter les difficultés, les épreuves, et d'être capable de les transformer. Il n'y a pas de fatalité à être ennemi avec X ou avec Y. On se diminue toujours quand on cède à la tentation de l'hostilité ou de l'agressivité. Donc oui, la vie est beaucoup plus belle quand on est capable de parler à tout le monde, de sourire à tout le monde et d'avancer. Et comment va-t-il? Comment supporte-t-il sa bien, retraite forcée? il découvre une nouvelle vie, de nouvelles passions, de nouveaux horizons. Continue de faire beau sous le ciel de France. Et comment va Jacques Chirac? Écoutez, Jacques Chirac, je l'ai vu juste avant les vacances. J'espère avoir l'occasion d'aller le voir. Il est comme tous ceux qui, à partir d'un certain âge, rencontrent des difficultés. Donc, les choses ne sont pas toujours faciles. Mais c'est un homme de très grande dignité, de très grande exigence. Et c'est un homme qui a toujours porté en lui un amour des autres et un amour de la France qui, pour moi, ont été un exemple. Laurent Wauquiez à la tête Les Républicains, c'est porteur d'espoir pour la droite française. Vous voulez m'achever, là. Mais écoutez, je souhaite que Laurent Wauquiez soit fidèle à l'héritage gaulliste et je crois qu'il est capable d'apprendre. C'est quelqu'un que vous estimez? Je connais peu
Pour être franc avec vous savez, c'est une autre génération. Certains, je les connais parce que j'ai travaillé avec eux, comme Valérie Pécresse, comme François Baroin, comme Bruno Le Maire, mais je n'ai pas travaillé avec Laurent Wauquiez. Je crois qu'il y a un point de départ dans la vie d'un homme politique et il y a un point d'arrivée. Et je pense que voilà, il lui appartient, fort de la responsabilité qui semble devoir lui échoir, qui est celle d'une famille politique, la droite républicaine, je souhaite qu'il soit à la hauteur de l'exigence. Je vous remercie beaucoup, Dominique de Villepin.